Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du monument à Héloïse et Abélard, à côté de la médiathèque. Alors, dans un premier temps, je vais vous raconter pendant 5 minutes l'histoire d'Héloïse et Abélard. Ensuite, nous irons jusqu'au pied de la médiathèque pour voir ce monument réalisé par Michel Lévy. Et puis, encore pendant 5 minutes à peu près, nous parlerons un petit peu de Michel Lévy, de ce sculpteur qui habite Blandy-les-Tours. Alors commençons par l'histoire d'Héloïse et Abélard. Cette histoire est tellement incroyable que certains pensent qu'il s'agit d'une légende. Et pourtant, elle s'est déroulée au XIIe siècle. Pierre Abélard est un jeune homme doué pour les lettres quand il arrive à Paris en 1100. Rapidement, il dépasse ses maîtres, même les plus brillants d'ailleurs, dans tous les domaines, mais surtout, il met en doute les doctrines que ses maîtres avaient établies. Et là, c'est le début de ses malheurs. Donc il doit fuir Paris et il va créer sa propre école. Il a 23 ans. Il propage ses idées à Corbeil, mais aussi à Melun. Probablement d'ailleurs dans le cadre de l'abbaye de Saint-Père. Vous savez, actuellement, c'est la préfecture. Voilà donc un maître brillant au point que sa renommée s'étend dans toute l'Europe, en particulier en matière de dialectique, de rhétorique et de théologie. Un de ses élèves, un noble anglais, prend pour surnom Robert de Melun, redressons-nous. Donc il attire à ses côtés une foule d'étudiants, facilement bagarreurs. Vous savez, de ceux qui s'empoignent dans ce quartier de Paris qui deviendra le quartier latin. Bref, rien n'a vraiment changé. Et après Melun, il fonde en 1108 l'école Sainte-Geneviève à Paris, où élèves et maîtres commencent à affluer. Dans le quartier même où sera fondé un siècle plus tard le collège de la Sorbonne. Donc voilà, il a 37 ans quand le chanoine Fulbert le choisit comme précepteur pour sa nièce Héloïse. Et c'est là que commence une histoire digne d'un roman photo. Héloïse a une quinzaine d'années, le coup de foudre est réciproque. Voilà ce qu'Abélard écrira d'elle. Sans être la dernière par la beauté, elle était la toute première par la richesse de son savoir. Que dirais-je de plus? Nous n'eûmes qu'une maison et bientôt nous n'eûmes qu'un cœur. Sous le prétexte d'étudier, nous nous sommes abandonnés totalement à la passion et les rendez-vous secrets que souhaite l'amour, les leçons nous les offraient. Mes mains revenaient plus souvent à ses seins qu'aux livres. Notre ardeur connut toutes les phases de l'amour et tous les raffinements insolites que l'amour imagine, nous en fîmes l'expérience. Les époux sont en harmonie dans tous les domaines, et chacun enrichit l'autre dans sa quête de la perfection. Abélard délaisse ses étudiants, et la rumeur grossit, autant que le ventre d'Héloïse qui annonce à Abélard qu'elle est enceinte. L'oncle sépare les amants, mais qu'à cela ne tienne. Une nuit, le philosophe enlève Héloïse pour la mettre en sûreté, jusqu'à la naissance de leur fils, Astrolabe. Pour rassurer l'oncle, Abélard décide d'épouser la jeune femme, et tout pourrait s'arrêter là, d'autant qu'Abélard, en tant qu'enseignant, tient à la discrétion. Mais le tonton, qui n'a décidément rien compris à leur amour, craint qu'Abélard n'abandonne sa nièce. Qu'à cela ne tienne, il engage 2 sbires et fait castrer Abélard. Oui, vous avez bien entendu, émasculé. En 1117, les 2 amants se retirent chacun dans un monastère. Leur passion charnelle aura duré à peine 2 ans. Mais leur amour grandit. Ils continuent de correspondre avec ardeur, en particulier sur des grands sujets de théologie qu'Abélard retranscrira dans des ouvrages. Certains lui vaudront d'ailleurs d'être excommunié à 2 reprises par le pape, et ses livres seront détruits par le feu. Abélard produit des écrits essentiels pour l'époque, par exemple sur les pères de l'Église, et en particulier pour inciter ses étudiants à développer leur esprit critique. Et puis en 1122, il fonde le monastère du Paraclet à Nogent-sur-Seine, dans l'Aube, dont d'ailleurs Héloïse deviendra abbesse quelques années plus tard.
Notre Héloïse, réputée pour sa sagesse, fonde des dépendances, s'affranchit de l'autorité de l'évêque. Elle est l'une des pionnières du monachisme féminin. Elle est l'image de la femme médiévale, instruite, passionnée, excessive, et n'hésite pas à avouer à son amant « Si l'empereur de Rome voulait me prendre pour femme et faire de moi la maîtresse du monde, je préférais, et j'en prends Dieu à témoin, être appelée ta putain. » Sacré bout de bonne femme quand même. Et c'est surtout une intellectuelle de haut niveau. Plus discrète, mais non moins savante que son illustre époux, écrivaine, mais aussi abbesse avisée, elle reçoit un grand nombre de lettres de fans, comme on dirait aujourd'hui. Selon son épitaphe, elle était l'égale de son Pierre par sa sensibilité, sa vie et sa culture, et sans égale par sa connaissance de toutes les Écritures. Donc le fruit de leur amour, c'est aussi Pierre, astrolabe, un prénom issu du grec, choisi par Héloïse, qui signifie « celui qui atteint les astres ». Il désigne en général un instrument d'astronomie connu dans l'Antiquité et destiné à prendre la hauteur des astres sur l'horizon. Les Arabes l'ont beaucoup utilisé en astrologie. Ce prénom, sans référence chrétienne, n'a pas empêché Astrolabe d'embrasser une carrière cléricale. Voilà donc l'incroyable histoire de ce couple au destin fascinant, qui a su transcender son amour charnel pour en faire un amour mystique et éternel. Car, comme l'écrit Abélard, « Je ne reçois de lumière que de toi, tu es enseveli pour l'éternité dans mon cœur. » Mais ils ont dû attendre 1817 pour être réunis dans le même tombeau et reposent au Père-Lachaise, où leur tombe est devenue un lieu de pèlerinage pour les amants. Voilà, maintenant nous allons nous rendre à la médiathèque, devant la médiathèque, pour admirer le monument réalisé par Michel Lévy. Vous avez découvert dans la première partie de ce reportage l'histoire d'Héloïse et d'Abélard. Nous sommes maintenant devant la médiathèque Astrolabe. Et voilà le monument sculpté commandé par la ville de Melun en 2005 en hommage à ce couple mythique. Vous vous rappelez du lien entre ces trois noms, Astrolabe et le fils d'Héloïse et d'Abélard. Donc cette sculpture monumentale en bronze est une création de Michel Lévy. Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur ce sculpteur, je vous donne rendez-vous juste après ce reportage. Bon, pour Michel Lévy, le message universel que véhiculent Héloïse et Abélard à travers les âges peut se résumer en 3 mots. Amour, savoir, tolérance. Regardez sur le parvis, venez. 8 plaques sont scellées dans le pavement. 8 bas-reliefs en bronze sur lesquels sont inscrits ces 3 mots-clés, en 8 langues différentes. Latin, grec, pour évoquer les langues savantes de leur époque, et puis le français, l'hébreu, l'arabe, mais aussi l'anglais, le chinois et l'hindi. Donc d'emblée, on voit la volonté de retenir cette portée universelle d'Héloïse et d'Abélard. Et il faut en fait que chacun, quelle que soit sa culture, puisse se sentir concerné. Alors, revenons au monument. Voilà, les 2 personnages, vous remarquez, imposent immédiatement le respect. Non seulement ils sont sur un socle, mais encore, ils sont immenses. Au total, 3,50 m de hauteur. Alors voyons, pour évoquer l'amour, on le voit, ils sont unis par ce large piédestal, c'est-à-dire à jamais indissociables, mais vous remarquez en même temps qu'ils ne se touchent pas, car c'est bien d'amour spirituel dont il s'agit. Une communion d'esprit qui perdure bien au-delà de l'amour charnel initial. Et vous observez les yeux clos pour traduire une intense méditation. Maintenant, quand on détaille leur visage, on cherche en vain une appartenance raciale.
parce que subtilement, Michel Lévy a joué avec des caractéristiques ethniques mélangées. Héloïse, par exemple, combine les traits européens et des lèvres pulpeuses des Africains. Quant à Abélard, il possède des traits légèrement asiatiques. Bon, tous ces éléments insistent sur un point capital qu'ont défendu en leur temps Héloïse et Abélard et que reprend à sa façon Michel Lévy, c'est la tolérance. Et puis afin de s'assurer que chaque spectateur pourra s'approprier les personnages, la robe d'Héloïse, pas plus que le vêtement d'Abélard, ne nous renseigne sur une époque ou une culture précise. Et c'est la volonté de l'artiste pour accentuer encore la dimension universelle de leur message. Maintenant, le savoir. Comment aborde-t-on la notion de savoir, encore une fois à travers des symboles? Et vous remarquez que tous les deux ont le front dégagé, symbole fréquemment associé aux intellectuels. Alors revenons un instant au visage. Remarquez leur jeunesse. Cette jeunesse, c'est la jeunesse de l'esprit d'abord. Cet esprit qui est toujours capable de se remettre en question pour faire avancer la pensée. Mais regardez aussi le poli de ces visages. Il accentue en fait la sérénité qui s'en dégage et il donne la sensation en même temps d'un éclat intérieur, comme si rien ne pouvait les atteindre, pas même les ravages du temps. Et maintenant on regarde la tête d'Héloïse, au-dessus de sa tête s'élève une coiffure qui ressemble à une fontaine, comme si jaillissait sa puissante intelligence. Et à côté de la fontaine ou de la source, donc d'Héloïse, on trouve naturellement l'arbre. L'arbre qui puise sa substance profondément dans la terre, au bout de ses racines, comme Abélard dans l'enseignement des anciens. Et son manteau, quand on regarde, qu'on fait le tour, son manteau est décoré de motifs de branches et de feuilles. C'est comme le renouvellement de la connaissance qu'il a sans cesse recherché avec Héloïse. C'est ce dialogue symbolique entre sculpture et nature, qui est d'ailleurs récurrent dans l'œuvre de Michel Lévy. Enfin, la robe d'Héloïse éclaire encore notre regard, parce que vous voyez qu'elle est ornée d'hirondelles associées à la grâce, à la beauté, à l'agilité. L'hirondelle, c'est aussi, on peut y penser, un oiseau du paradis pour l'islam, et puis au Mali, elle est expression suprême de la pureté, et en Chine, enfin, c'est un symbole de fécondité. Ah, quel symbole retenir? Bon, pourquoi pas les accepter tous, puisque l'artiste veut faire passer ce message de tolérance. Voilà, nous avons développé un petit peu cet amour, ce savoir, cette tolérance, à travers des symboles dans ce monument qui unit pour l'éternité Héloïse et Abélard au pied de l'astrolabe. Enfin, l'astrolabe, le nom de la médiathèque, mais aussi celui de leur fils. Donc voilà comment Michel Lévy nous rappelle ce message profond venu de ce Moyen-Âge, un Moyen-Âge qu'on a longtemps dit obscur, mais d'où a émergé un certain nombre de penseurs dont finalement les préoccupations se retrouvent encore aujourd'hui. Vous en savez désormais un peu plus sur ce magnifique monument. Et tout de suite, je vous propose de découvrir un petit peu mieux l'artiste Michel Lévy. Michel Lévy est un artiste à la réputation internationale. Il est né en 1949 et il vit juste à côté, à Blandy-les-Tours. C'est un sculpteur symboliste, comme vous l'avez remarqué avec Héloïse et Abélard, mais au-delà de la maîtrise technique, au-delà du pari esthétique, c'est un artiste qui cherche à faire passer un message, à communiquer avec le monde. Et finalement, ces réflexions prolongent l'humanisme de la Renaissance italienne, comme cette Ève, conçue avec un socle qui complète les idées du sujet principal. Alors Michel Lévy puise à bien d'autres sources, l'Extrême-Orient ou le judaïsme. Prenons par exemple cet exceptionnel Cantique des Cantiques.
Il s'agit apparemment d'un poème d'amour charnel entre l'homme et la femme. Mais en réalité, c'est un poème d'amour entre Dieu et le peuple d'Israël. Et pour nous inciter à aller au plus profond des choses, Michel Lévy place au centre de son œuvre une sorte de tabernacle protégeant une pomme. Et là, nous rentrons dans un niveau de lecture sacré, puisqu'il fait allusion au théologien juif Maïmonide au XIIe siècle, qui compare le cantique à une pomme d'or enrobée des racines d'argent. Complexe, hein ? Alors, certaines de ces œuvres sont empreintes d'une beauté idéale. Dans le printemps, par exemple, on retrouve un élément fréquent de son vocabulaire, les bourgeons de cerisier, symbole de vie. Cette représentation de la nature est essentielle dans son œuvre, mais en même temps, cela montre la précision à laquelle il parvient, non seulement grâce à son sens de l'observation, mais aussi à des techniques empruntées ici à l'aéronautique. Alors, il va chercher à un moment à donner plus de force à ses idées et il n'hésite pas à prendre le contre-pied de cette beauté avec des œuvres anti-esthétiques comme ce grand homme. C'est un nain, un condensé d'humain en fait, qu'il présente écorché pour nous inciter à ne pas nous contenter des apparences, à aller au-delà de la peau. Bien que déformé par la souffrance, cet homme continue d'avancer et cherche à s'élever de sa condition humaine en se hissant sur ses échasses. Ces œuvres sont donc complexes, mais comme la vie elle-même, faite de dualité entre apparence et réalité, mais aussi entre la vie et la mort, à travers la symbolique des saisons. Par exemple, ici, dans ce disque de la dualité, la forme circulaire nous rappelle le cycle, le côté infini de la vie. Un cycle d'ailleurs dont l'homme semble s'être déconnecté, ce que dénonce Michel Lévy quand il travaille pendant 7 ans à ses poulets. Un poulet de grande surface, déplumé, base de consommation protéinique dans le monde entier. Lévy dénonce cette régression de l'homme, évidente quand on voit comment il traite les animaux. Il voudrait rendre la dignité à l'animal et permettre à l'homme de renouer avec son âme à travers sa relation à cet animal. Pour sauver l'homme, notre sculpteur se tourne vers l'enfant, dont il transcende le potentiel. Car la force de vie, ici évoquée par le rouge, et l'éducation que l'enfant reçoit, lui donnent des ailes, malgré la fragilité que l'on ressent. Ce serait un monument idéal devant une école maternelle. Voilà donc un artiste qui avance dans la société contemporaine en lui portant un regard lucide, critique. Un esthète qui possède d'ailleurs un incroyable cabinet de curiosité dans lequel il puise pour réaliser des photographies dont la qualité n'a d'égal que l'originalité. Un peintre enfin dont les couleurs nous emmènent dans un monde réenchanté. C'est fini pour aujourd'hui. Samedi prochain, nous avons rendez-vous avec un enfant de Melun. Il s'agit de Jacques Amiot. Bonne semaine!